Bonjour et bienvenue à cette table ronde sur l'exportation, atouts et menaces pour l'industrie française. Alors, ça tombe très bien parce que jamais ce thème n'aurait été aussi d'actualité avec l'année que nous venons de vivre où le Covid-19 et son épidémie ont bloqué et paralysé l'activité dans le monde entier. L'industrie de l'armement n'y a pas échappé et de fait, vous l'avez vu, les prises de commandes ont chuté de 41% en 2020. Elles n'ont été que de 4,9 milliards d'euros. Le fait de ne plus pouvoir se déplacer a stoppé ou fortement ralenti les négociations commerciales. Alors, par sa brutalité, cette pandémie aura mis en exergue dans tous les domaines d'activité, à la fois la résilience plus ou moins forte d'un secteur à la crise et aussi ses fragilités. Alors, en ce qui concerne les industries de défense, l'une des clés de son développement, ce sont les exportations. Même si on dit déjà que 2021 va être exceptionnel en termes de prise de commande, avec des ventes de Rafale, notamment en Grèce, il ne faut pas que cela masque la rudesse de la compétition avec les pays traditionnels, comme les États-Unis, mais aussi les pays européens, et puis avec la Chine et surtout les nouveaux acteurs. Donc cette table ronde va pouvoir nous permettre de décrire les atouts dont dispose cette industrie, mais aussi de réfléchir sur les menaces et la façon d'y répondre. Alors, je vous propose de la découper en deux parties. Une partie sur les atouts, et ensuite, on s'arrêtera un peu plus longuement, je pense, sur les menaces et la façon d'y répondre. Alors, autour de la table, je vais commencer par Nicolas Chamussy, qui est directeur général de Nexter. Excusez-moi pour le président. À côté, Éric Béranger, PDG, cette fois-ci, de MBDA. Ensuite, Thierry Carlier, directeur du développement international à la DGA. Et enfin, Pierre-Éric Pommelet, président-directeur général de Naval Group. Alors, on va commencer par les atouts, et ce que je vous propose, c'est que ce soit la DGA qui commence, Monsieur Carlier, puisque vous êtes un peu celui qui commande et celui qui organise. Qui commande, je pense pas, mais... qui passe des commandes, alors. Merci beaucoup pour cette introduction et effectivement on reviendra dans les différents temps de la table ronde sur ce qu'on tire en fait comme enseignement de cette crise. Moi ce que je voudrais dire, c'est aussi étant d'un naturel optimiste, mais je pense qu'en fait les fondamentaux et les atouts de notre offre ne changent pas, et même comme on va le voir, il y a peut-être même certains aspects qui sortent renforcés, je dirais, de ce que peut être la marque de fabrique de l'offre française face à la concurrence telle qu'on la voit ressortir de cette crise. Alors, les fondamentaux, je pense, ce qui fait déjà que les pays s'adressaient à la France et continueront à le faire, c'est, je crois, vraiment la complétude de notre offre. Et ça, c'est parce qu'on a des pôles, je dirais, industriels qui sont excellents, réputés dans ces domaines, et parce qu'en France, on a justement une BITD, une base industrielle et technologique de défense, qui sait rester présente pour fournir en fait à nos armées un modèle qui est complet. Voilà, donc c'est un peu aussi ce qui peut nous différencier de certains acteurs. On n'est pas un acteur de niche. On a une BITD qui est présente sur l'ensemble du spectre, et on peut continuer, je dirais, nous-mêmes à avoir ce modèle autosuffisant. Moi, je dis souvent, c'est small and smart is beautiful. Aussi, bien sûr, et vous le savez, parce que cette BITD, elle réalise une large partie de son activité à l'export. On a coutume de dire que c'est à peu près un tiers. Donc évidemment, ce modèle doit continuer à fonctionner comme tel. Encore une fois, moi je pense que, y compris dans ce contexte post-crise qui a en fait renforcé la demande de souveraineté de la part des pays partenaires et clients, c'est ce qui fait que, selon moi, ils continueront à s'adresser à la France parce qu'ils savent que personne mieux que la France ne comprend en fait cette aspiration à la souveraineté et qu'on est prête à les aider dans ce domaine-là. Alors, en termes d'organisation, je crois que c'est pareil. La méthode qui a fait ses preuves doit continuer à prévaloir. C'est ce que nous, on appelle l'équipe France. L'équipe France, en fait, elle est dans toutes ses dimensions. C'est évidemment au quotidien un travail extrêmement étroit entre nos industriels, nous-mêmes. Alors nous-mêmes, c'est au sein du ministère des Armées, c'est la DGA, mais c'est aussi et beaucoup les forces. Parce qu'évidemment, pour démontrer la qualité de nos matériels, démontrer leur qualité, rien de mieux en fait que des démonstrations par les forces
de la façon dont ils sont engagés, la façon dont ils sont utilisés en opération. Donc on sait bien sûr que tout ça pèse sur les ressources de nos armées, mais elles sont elles-mêmes extrêmement engagées avec nous dans le soutien aux exportations. Et puis au-delà, parce que vous savez très bien que l'acquisition d'armement, c'est un acte politique de la part du pays partenaire, mais aussi bien sûr pour la France en tant que volonté régalienne de soutenir les aspirations de souveraineté des pays clients. Donc ça ne peut marcher bien sûr, et je vous rassure c'est le cas, que parce qu'il y a un engagement constant, à haut niveau et vraiment permanent de nos autorités politiques. Donc en fait l'équipe France c'est tout ça. Je crois que y compris pendant la crise, et évidemment malgré ce que vous indiquez sur les résultats de l'année 2020, elle a continué à fonctionner, puisqu'évidemment par tous les moyens on a continué à soutenir nos industriels, donc y compris, je dirais, pour expliquer aux pays clients quels étaient les impacts de cette crise sur la réalisation des programmes en cours, et puis aussi quand c'était nécessaire, parce que comme vous l'indiquez, les contacts ne pouvaient plus se faire, pour essayer de s'y substituer autant qu'on pouvait le faire par des contacts institutionnels. Un tout dernier élément, et puis je m'arrêterai là pour ce premier temps, et c'est ça aussi qui me rend optimiste pour l'avenir, c'est que les pays clients, dans cette demande de souveraineté, cette demande de faire monter aussi en puissance leur propre capacité nationale, ils s'adressent aussi à nous parce qu'ils savent que, comme je le disais, la France comprend ses aspirations et la France est aussi d'accord pour en fait les faire monter en puissance leur capacité nationale, les transferts de technologie, et puis également pour comprendre, parce qu'ils demandent aussi une demande d'intervention de maîtrise d'ouvrage et de soutien étatique de plus en plus fort dans, je dirais, la passation de leurs contrats. Ça va jusqu'au contrat d'État à État. Donc tout le monde a en tête le modèle américain de Foreign Military Sales, qui c'est vrai lui aussi a très bien résisté à la crise, parce que peut-être moins que les autres, il ne demande de contact. Et en fait, ça se fait beaucoup par des échanges de documents. Donc il a très bien résisté à l'absence de déplacement pendant la crise. Mais nous-mêmes, maintenant, on est aussi en mesure, je pense que Nicolas y reviendra, de proposer des modèles de contrats d'État à État avec une palette assez souple d'outils qu'on peut mettre à disposition des pays partenaires. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on pense que de par notre méthode, de par notre réactivité, nos capacités d'anticipation, la façon extrêmement intégrée dont on travaille entre l'État et l'industrie, eh bien, on pense qu'on est à même de répondre aux aspirations des pays clients, y compris et tout particulièrement dans le contexte qu'on voit se dessiner après la crise. Justement, on va développer un peu chacun de ces thèmes que vous évoquez. Je me tourne vers Pierrick Pommelet sur l'importance de l'innovation et sur l'étendue de la gamme à offrir. Alors, l'importance de l'innovation, je crois qu'effectivement, on est dans le chapitre atout de l'équipe France et atout de la France à l'exportation. De toute évidence, dans la réponse que nous apportons à nos, alors j'allais dire nos clients, nos marines, pour Naval Group, nos marines clientes, nos clients, il y a la force de l'innovation des solutions françaises, je dirais qu'il y a une tradition, je pense que c'est une perception sur le marché. C'est pas qu'une tradition, c'est une ambition de la France d'innover. Alors innover pour exister, innover pour être meilleur, et en termes de capacité militaire, innover pour être le meilleur au combat. Innover par des processus extrêmement structurés, d'innovation d'études amont et aujourd'hui d'innovation aussi beaucoup plus rapide, partagée avec des startups, etc. Donc une tradition d'innovation et une tradition d'innovation qui créera un différentiel ou un différenciateur à l'export. Alors, il ne faut pas imaginer d'ailleurs qu'on ne vend que des produits innovants et que dans cette réussite et dans ces atouts de l'équipe de France, il n'y a que l'innovation au sens où on l'entend. Les programmes de défense et ce que nous demandent nos clients sont des programmes de long terme en général. Quand on achète un système d'armes, comme l'a dit Thierry, c'est un acte politique qui peut être un acte politique souverain, j'y reviendrai sur la souveraineté, mais on acquiert pour le long terme. Et une force que l'on peut avoir, c'est de nous donner confiance dans la capacité d'innover sur le long terme et d'innover avec nos marines clientes et de ce qu'elles peuvent apporter sur l'évolutivité de nos plateformes et l'innovation tout au long de la durée de vie. Et là aussi, je crois que c'est une tradition, en tout cas une force de l'équipe France. Quand on s'engage sur le long terme et on s'engage pour évoluer. Et donc, il faut que nos produits, nos plateformes portent en eux
cette capacité d'évolution, je pense que ça fait partie des succès. Enfin, l'innovation, c'est un différenciateur majeur, et notamment dans la compétition. Un des atouts de l'export, c'est de se confronter à la compétition internationale. Voilà, ça nous fait progresser. Et l'innovation qu'apportent les nouvelles méthodes ou les façons de faire de nos clients est extrêmement aussi importante pour faire évoluer nos solutions et nos plateformes. Donc il y a cette tradition française d'être un pays qui recherche l'innovation et qui a toute une culture autour. Il y a l'innovation sur le long terme, donc construire des plateformes innovatives pour évoluer sur la durée de la vie, et puis se confronter à la compétition, parce que les autres ne restent pas sans rien faire, et c'est aussi par cette compétition qu'on est capable de mieux innover et d'aller au-delà. Voilà. Donc l'innovation, oui, de toute évidence, est un atout. Alors peut-être qu'après on parlera des solutions, parce que dans le domaine naval, l'innovation est beaucoup portée en ce moment par l'autonomie des systèmes. Vous savez, on parle beaucoup des drones dans l'aéronautique, parce qu'ils ont commencé dans l'aéronautique et avec des tas d'histoires autour des drones aéronautiques et donc les projets en ce moment, et notamment projets européens. Mais les drones dans le naval ont démarré un peu plus tard et on est pile au moment où les marines commencent à utiliser des systèmes autonomes et commencent à se poser la question de l'utilisation demain de manière beaucoup plus massive des systèmes autonomes. Donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais dans ce chapitre innovation, l'autonomie des systèmes, de toute évidence, va être un sujet de très haute importance dans les années qui viennent. Juste, si on est sur l'innovation, est-ce qu'en matière de drones, on y reviendra certainement, la France est en avance ou est-ce qu'on fait la course dans le peloton ? Alors là, dans nos domaines, il faut toujours regarder, comparer ce qui est comparable. De toute évidence, les États-Unis, depuis un certain temps déjà, sont en train d'analyser des solutions autonomes. Cela étant, il y a peut-être des programmes qui commencent à devenir opérationnels, mais ça reste le début, parce que les systèmes navals sont un peu plus complexes à opérer, en tout cas dans leur capacité militaire. Et en France, on n'a pas à rougir du tout. On n'a pas à rougir du tout dans l'autonomie des systèmes. En particulier, il y a une première mission qui est en train de se droniser, qui est celle de la guerre des mines. Et les solutions françaises, que nous portons d'ailleurs à l'exportation, ou qui sont portées en coopération, je pense aux franco-britanniques, sont tout à fait dans leur temps. Voilà. Après, il y a l'innovation des systèmes, et de toute évidence, l'innovation par les systèmes autonomes va fortement se développer, mais il y a surtout la capacité d'utilisation de ces systèmes dans un environnement conflictuel. Voilà. Donc non, on est dans le mouvement, mais c'est un mouvement qui va s'accélérer et il va falloir qu'on reste dans le paquet. D'accord. Alors justement, on va revenir sur l'impact de l'export sur un groupe, et je pense à Éric Béranger sur MBDA. Quel est l'impact Alors l'export pour MBDA, d'un point de vue très très concret, ça représente à peu près 50% de notre chiffre d'affaires. Donc ça c'est l'élément concret. Un autre élément concret qu'il ne faut jamais oublier, je pense, quand on parle d'export, c'est que la production ou la vente d'armement est strictement interdite. Et donc, elle ne peut exister que sur dérogation spécifique de l'État français. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête. Et d'ailleurs, peut-être permettez-moi de revenir un petit peu, enfin donner quelques éléments de contexte sur ces affaires d'export qui sont effectivement très très importantes, où le jeu de l'équipe France est extrêmement important et où effectivement la confrontation à la concurrence est importante. Mais pourquoi l'export et même pourquoi une industrie de défense La souveraineté nationale, pour pouvoir exister, a besoin de 3 piliers fondamentaux, qui sont la diplomatie, qui sont les forces armées et qui sont une industrie de défense. Et cette industrie de défense, quel est son rôle? Elle est de contribuer finalement à la posture stratégique de la France, du pays, en apportant à nos forces armées les moyens, les capacités de pouvoir agir en toute autonomie et en atteignant, en tout cas en obtenant une supériorité opérationnelle quand elles agissent. Ça, c'est le premier rôle de l'industrie de défense. Et d'ailleurs,
ça implique, on y a touché un tout petit peu là, dans les premières interventions, ça implique d'être vraiment au meilleur niveau mondial dans tout un tas de domaines technologiques. Le deuxième rôle, je dirais, de en tout cas cette deuxième contribution de l'industrie de défense à notre souveraineté nationale, il est finalement vis-à-vis de la politique étrangère du pays. La France, Thierry Carlier y a fait allusion, nous, un certain nombre d'amitiés, à des partenariats, des partenariats stratégiques, et dans le cadre de ces partenariats stratégiques, il peut être de l'intérêt du pays d'aider des amis ou des alliés à mieux maîtriser leur défense. Et dans ce cas-là, l'industrie de défense est un outil au service de la France, au service de la politique étrangère de la France, pour mener cette politique. Ce qui me conduit à dire que, en fait, quand MBDA participe à l'export, et même quand chacun des employés de MBDA, dans chacun des pays de MBDA, contribue à cet effort d'exportation, finalement, chacun de ces employés sert son pays. Et ça, je pense que c'est un point absolument fondamental. Et d'ailleurs, je pense que là, on touche aussi un des caractères un peu uniques de MBDA, qui est que MBDA, bien qu'agissant dans un domaine de très grande souveraineté dans chacun de ses pays d'origine, est une entreprise intégrée, ce qui lui permet d'offrir à chacun de ces pays, et donc en particulier la France, l'ensemble du spectre, et encore une fois, au meilleur niveau mondial, ce qui permet à nos forces armées d'obtenir cette supériorité opérationnelle dont elles ont besoin. Donc je pense que, en fait, la France, comme le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne, a vraiment beaucoup de chance d'avoir une entreprise comme MBDA, et au-delà de MBDA, cette équipe de France qui lui permet d'accéder à ce meilleur niveau mondial et qui permet à nos forces armées de pouvoir remplir leur mission. Et l'export contribue à tout ça parce qu'en plus, l'export apporte du volume d'activité, ce qui aide à financer tous les développements technologiques dont je parlais tout à l'heure et qui sont absolument primordiaux pour rester au meilleur niveau mondial. Et en fait, ce qu'on entend jusqu'à présent, c'est développement technologique, innovation, large spectre d'activités et souveraineté. C'est les mots qui reviennent chez vous. Et un des thèmes, je pense, qui a été évoqué par Thierry Carlier, c'est les contrats d'État à État. Et là, je me tourne vers Nicolas Chamoussi sur Camo, le fameux. Vous n'y étiez pas encore, je crois, mais vous avez ce contrat d'État à État qui permet entre la France et la Belgique pour vous de livrer comme ça des blindés. Oui, merci Dominique. Moi, avant toute chose, je vais reprendre aussi à mon compte tout ce qui a été dit. Capacité d'innovation, large spectre de produits, autonomie. C'est vrai chez MBDA, c'est vrai chez Naval Group, c'est aussi vrai chez Nexter dans les mêmes conditions et si j'ose dire presque dans les mêmes proportions. Nexter dépend à 50%, peu ou prou, des marchés export, de la manière que MBDA, de la même manière que Naval Group, à quelques pourcents près. Avant de parler de Camo, je ne sais pas si tout le monde connaît bien le programme Camo, je voudrais juste se faire une petite incidente pour revenir sur ce que Pierrick mentionnait tout à l'heure sur les drones. Alors évidemment, on connaît les drones aériens, on commence à connaître un petit peu les drones navals, mais on connaît aussi, et il y en a, des drones terrestres. Et je voudrais juste signaler une initiative extrêmement intéressante qui a été lancée par le toujours chef d'état-major de l'armée de terre, le général Burkhardt, la semaine dernière, où il y a quelques jours, un grand programme Vulcain, et il y a eu des démonstrations à Satori de tout un tas de systèmes de drones terrestres absolument incroyables, dont certains faits par Nexter, les plus incroyables évidemment, mais tout un tas de systèmes qui permettent d'accompagner les forces. Et donc c'est vrai,
pour les forces aériennes, c'est vrai pour la marine, c'est aussi vrai pour l'armée de terre. Voilà des domaines dans lesquels on innove auprès de la DGA, avec l'Agence pour l'innovation de la défense, et auprès des forces. Alors pour revenir sur CAMO, je ne sais pas si CAMO, le mot est tout à fait, le contrat est tout à fait connu, l'acronyme qui signifie capacité motorisée. De quoi s'agit-il? Je parle sous contrôle de mon ami Thierry. Il s'agit c'est pas un contrat, c'est un vrai accord de partenariat entre la France et le Royaume de Belgique autour du programme Scorpion, le programme Scorpion pour les forces françaises, qui repose, et je voudrais reprendre presque mot pour mot la phrase du chef d'état-major de l'armée de l'air Philippe Lavigne ce matin, qui parlait d'interopérabilité technique et interopérabilité tactique. Il s'agit bien, c'est une décision assez forte qui a été prise par les deux États de déployer dans leurs forces terrestres les mêmes systèmes, les mêmes moyens. Mais je crois que ça va beaucoup plus loin. Ce n'est pas uniquement les mêmes produits, les mêmes véhicules qu'ils vont utiliser. C'est aussi les doctrines d'emploi, c'est la manière d'organiser les régiments des armées de terre dans les deux pays qui sont alignés maintenant, qui vont être alignés. Alors pour nous, pour Nexter, ça représente, c'est un contrat qui a été, de manière assez amusante, il a été signé pratiquement, il est entré en vigueur pratiquement à 2 jours près, il y a 2 ans, jour pour jour. Alors c'est un programme pour nous qui est extrêmement important parce qu'il représente comme la livraison de 382 véhicules Griffon, qui sont les véhicules de blindés multirôles que l'on livre aux forces françaises, et puis 60 véhicules blindés de reconnaissance et de combat Jaguar. Alors, véhicules qui seront livrés un petit peu après ceux qu'on livre pour la France. Ils vont être livrés entre 2025 et 2030. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que ce sont peut-être, à l'exclusion du drapeau que l'on va peindre sur les véhicules, à l'exclusion peut-être des drapeaux, les véhicules sont strictement identiques. Et c'est extrêmement important. D'abord pour les industriels, c'est plutôt agréable d'avoir les véhicules qui sont les mêmes. Mais ça veut aussi dire que la composante terre de l'armée de terre belge, lorsqu'elle va voir se déployer avec l'armée de terre française, la compatibilité est native. Les véhicules sont les mêmes, les personnels seront formés de la même manière, le système de soutien sera le même, et donc faire des opérations en commun, c'est natif au programme et c'est extrêmement important. Il ne s'agit pas d'acheter des équipements en commun, mais il s'agit d'un vrai développement et un vrai alignement des armées de terre et d'une totale interopérabilité au combat. Alors, ça rentre dans le cadre d'un accord de gouvernement à gouvernement qu'on appelle, je crois formellement, contrat de partenariat gouvernemental. C'est la dénomination officielle en France. Sous ton contrôle, Thierry, c'est donc un accord de gouvernement à gouvernement. Et je pense que c'est très important. C'est un outil extrêmement différenciant. C'est une formule très efficace qui intègre les achats d'armement, puisqu'il y a quand même l'achat d'armement, mais dans un partenariat stratégique qui est beaucoup plus large que l'achat d'armement en tant que tel. C'est une réponse à l'évolution des facteurs d'attractivité des offres. On passe de la simple fourniture de matériel sur étagère à la recherche de partenariats qui sont y compris des partenariats industriels, puisque ces véhicules, ou une partie de ces véhicules, sera intégrée en Belgique, sera soutenue en Belgique pendant les décennies qui viennent. Donc c'est vraiment des changements assez structurels, qui ont une dimension politique qui n'aura échappé à personne, et qui peut-être, d'une certaine mesure, est une première réponse à une Europe de la défense qu'on cherche à faire depuis bien longtemps. Voilà une réponse pragmatique. Les forces s'alignent, s'organisent de la même manière, utilisent les mêmes matériels. Les matériels sont les mêmes, ils sont interchangeables. Les équipes sont formées de la même manière. Le dispositif de soutien est le même. Voilà une réponse pragmatique mise en œuvre par le gouvernement français et le Royaume de Belgique sous l'égide du ministère des Armées et de la DGA en particulier, pragmatique et industriellement efficace. Merci. Donc si on arrêtait le débat là, tout irait bien. Dans le meilleur des mondes, là, mais on a encore 30 minutes, donc je vais en profiter pour aborder maintenant le point des menaces, toute la question il y a énormément de questions qui arrivent et qui sont très différentes. La première, c'est le financement, et c'est notamment
depuis qu'il y a des ONG qui font pression sur les investissements, il y a les nouvelles normes RSE qui sont en cours. Et donc tout cela, déjà que les banques n'étaient pas très courageuses, on peut le dire, elles sont devenues de plus en plus frileuses. Et autant pour les grands groupes que vous représentez, je pense que ça ne va pas être très gênant, mais je pense que pour les PME, c'est aujourd'hui une véritable source d'inquiétude. Et là, je me tourne vers Éric Béranger. Je crois que vous réfléchissez à ce sujet, et notamment au CEDEF, il y a des réflexions. C'est un sujet dont on parle au sein du CIDEF, qui est le groupement qui rassemble toutes les entreprises de défense françaises. Peut-être, avant de rentrer dans le sujet, pourquoi la finance, qu'est-ce que ça vient faire avec le monde de la défense finalement? Il faut de l'argent pour avancer. Bah oui, c'est-à-dire que comme toute entreprise qui déploie son activité, des PME, qu'elles soient défense ou pas défense, des start-up, des ETI ou même des grands groupes, comme vous dites, ont besoin d'instruments financiers, ne serait-ce qu'ouvrir un compte bancaire, faire de l'escompte, contracter des prêts, c'est la vie courante. Et puis au niveau de l'export, quand vous négociez des contrats export, vous avez également besoin d'instruments financiers, comme des choses très classiques, des lettres de crédit, des garanties, voilà, tout ça se construit avec des acteurs financiers. Et c'est vrai que du fait de ma casquette, d'un autre rôle que j'ai, puisque je préside le comité défense au sein du CIDEF, c'est vrai que j'ai beaucoup de contacts avec des PME, des ETI qui me disent que de temps en temps, il y a quelques contraintes. Je pense qu'il faut prendre un petit peu de perspective par rapport à tout ça, parce que le monde financier, que ce soit les banquiers ou que ce soit des fonds d'investissement, des investisseurs, ces gens-là sont des professionnels, comme nous, dans notre industrie de défense, nous sommes très professionnels, eux-mêmes sont très professionnels. Et comme toute activité industrielle, ils font face à des contraintes. Et donc ils essayent de finalement jouer dans ce jeu de contraintes et d'évoluer dans ce jeu de contraintes. Et donc je pense que au-delà des acteurs financiers, ce qui est plus important de bien avoir en tête, c'est finalement d'où viennent ces contraintes et qu'est-ce qui influe sur ces contraintes. Alors vous avez mentionné les ONG, mais il y a des tas de choses qui rentrent en ligne de compte. Si je prends par exemple la Commission européenne, en ce moment il y a deux choses très importantes qui sont en train de se passer au niveau de la Commission européenne. Vous avez d'un côté une définition, on appelle ça une taxonomie d'un certain nombre de critères de financement durable, qui est aujourd'hui conduite par un groupe technique au sein de la Commission européenne. Ce qui va sortir de cette taxonomie, qui se fait un peu loin de chez nous, va être extrêmement important. Parce que si la défense ou les activités de défense sont qualifiées de non durables et donc d'une certaine façon non propices à des investissements financiers, ça sera une prescription très très importante à destination de tous les investisseurs. Vous avez effectivement déjà aujourd'hui des fonds, on voit des prospectus sortir sur des créations de fonds d'investissement qui exclut spécifiquement toute activité de défense ou toute action d'investissement qui dépasserait un nombre minime de pourcents. Et ça, c'est une prescription très très importante, puisque si elle est adoptée, elle jouera partout. Et là, il y a, je pense, une vraie question à se poser. En fait, il y a deux questions. Il y a d'abord une question fondamentale. Est-il raisonnable de considérer qu'une activité de défense
ne contribue pas au caractère durable. Quelque part, pour avoir la capacité, pour être en capacité d'édicter des règles qu'on appelle ESG, environnement, social et gouvernance, et de pouvoir non seulement les appliquer au sein de son propre environnement politique, voire même d'essayer de les faire appliquer, il faut un minimum de souveraineté, il faut une certaine stabilité, il faut la paix, il faut être capable de faire respecter cette paix. Et ça, c'est le fond même de la mission défense. Et donc, d'un côté, mettre des contraintes, ou en tout cas dire que ça ne contribue pas à cet objectif d'environnement durable, c'est quelque part se tirer un peu dans le pied, parce que le premier élément, la première fondation d'une capacité durable, de la capacité à faire du financement durable, de la capacité à édicter des règles ESG, c'est justement d'avoir une défense. Autre élément d'incohérence, aujourd'hui, l'Europe a voté un fonds européen de défense qu'elle est en train de mettre en œuvre, donc pour favoriser l'émergence d'une industrie européenne de défense, et se dit même prête à y investir un montant significatif, 8 milliards. Et de l'autre côté, on irait faire une prescription qui irait dire, non, finalement, c'est pas bien de mettre de l'argent dans la défense. Je pense qu'il y a un petit problème de cohérence là. Et je pense qu'il faut être très vigilant, parce qu'il y a également une autre initiative en ce moment, au niveau, alors il se trouve que c'est encore au niveau européen, mais très honnêtement, il faut vraiment regarder un petit peu partout, qui est une initiative pour lancer un écolabel maintenant de finances durables, qui est encore autre chose. Et là encore, la dernière version qui a été publiée, le dernier projet qui a été publié pour cet écolabel, viserait à exclure les investissements dans les entreprises dérivant plus de 5% de leur chiffre d'affaires ou des produits de la production et du commerce d'armes. Donc encore une fois, je pense qu'il faut faire très très attention, et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au monde financier, il faut plutôt regarder derrière à ce qui influe sur les comportements de cet environnement. Est-ce qu'on peut... Il y aura une date, il y a une échéance prévue pour ces... C'est en train de se jouer en ce moment, donc je ne connais pas les dates exactes auxquelles ça devrait se conclure, mais je pense que c'est dans le cours de l'année, là. J'imagine que les pays doivent avoir tous une même position, doivent s'opposer, non? Oui, bien sûr. J'imagine qu'il va y avoir des discussions au niveau des différents représentants gouvernementaux. Je confirme effectivement qu'il y en a, et que, effectivement, notamment tous les arguments qui sont développés par Eric pour ne pas que les entreprises en fait, qui contribuent à notre défense se retrouvent effectivement exclus avec notamment les règles que tu as citées. Donc ce sont effectivement des domaines dans lesquels on discute à la fois en interministériel et avec la Commission européenne pour effectivement défendre ses intérêts, tout à fait. Il n'y a pas un pays qui pousse là derrière, parce que des fois les directives sont toujours poussées par des pays. Non, pas particulièrement. Pas particulièrement. Je pense que, comme le dit Eric, en fait, ce sont des démarches qui sont plutôt qui viennent de certains aspects du monde communautaire. Et d'ailleurs, nous-mêmes, enfin, je veux dire, sur les contradictions que tu as pu effectivement pointer par rapport à la logique qu'il y aurait effectivement à développer un fonds européen de défense, ça fait effectivement partie des arguments qu'on développe avec les instances de la Commission, bien sûr. Juste en chiffrage, est-ce qu'il y a un chiffre sur les problèmes de financement des PME aujourd'hui? Est-ce que vous avez une estimation? Non, il n'y a pas de chiffre précis. En tout cas, je ne le connais pas s'il existe, mais c'est un sujet qui se discute beaucoup. Mais ça veut dire sur la part sur le nombre de PME, quel pourcentage de PME disent j'ai des difficultés? Je n'ai pas de chiffre précis là-dessus. Je sais qu'il est significatif. D'accord. L'autre problème, là je me tourne vers Pierre-Yves Pommelet, vous avez beaucoup parlé de technologie, d'innovation, et il y a des transferts de technologie. Et le risque du transfert de technologie, c'est qu'on vous pique la technologie et que dans quelques années, ce soit les autres qui le fassent. Et il y a des pays qui sont très forts là-dessus.
Donc, jusqu'où on peut aller? Est-ce que le transfert de technologie est vraiment indispensable? Est-ce que ça n'a pas été une mode à un moment? Regardez aujourd'hui avec la Chine, maintenant on dit on était trop loin. Est-ce qu'il ne faut pas faire machine arrière? Alors, Dominique, non, ce n'est pas une mode, c'est une réalité. Mais c'est vrai qu'on va parler des transferts de technologie au chapitre des menaces. Permettez-moi juste de démarrer pour dire que c'est quand même une opportunité et qu'on aurait pu aussi en parler au registre des atouts. D'ailleurs, Thierry Carlier l'a dit en parlant de souveraineté. Absolument, mais ça a été dit. Mais il y a toujours une limite. Mais vous avez raison. Il y a deux faces sur un... Il y a deux faces, voilà. Il y a toujours deux faces, un yin et un yang. Mais vous avez raison, le transfert de technologie, le transfert de souveraineté est souvent vu comme une menace. Alors moi, ça fait quand même pas mal de dizaines d'années que je suis dans cette industrie de défense. Ça fait quelques dizaines d'années que je vois des transferts de technologie et ça fait plusieurs dizaines d'années que je vois plutôt des succès que des risques. Alors vous avez raison, il faut être vigilant. Et d'ailleurs, comme tout contrat d'armement, on est extraordinairement encadré dans nos transferts de technologie. Et on a le droit de transférer certaines choses, il y en a d'autres qu'on ne transfère pas, soit pour des raisons industrielles, soit pour des raisons de souveraineté étatique. Mais je dirais que ça fait partie des règles du jeu aujourd'hui. Un pays qui approvisionne un système de défense recherche en général un transfert. Alors on parle de transfert de technologie, ça peut être un transfert de production, parce que ce sont des montants importants qui sont engagés et le pays est soucieux de l'emploi dans son pays, et donc il y a des transferts de production qui peuvent être demandés. Il peut y avoir des transferts de support et de soutien. Le pays veut aussi une souveraineté dans sa capacité à soutenir les systèmes d'armes, où il peut y avoir des transferts de technologie, au sens innovation, pouvoir avoir des modernisations faites directement localement. Et puis, il peut y avoir des transferts de technologie dans le domaine de la formation et dans le domaine éducatif et dans le domaine académique. Voilà, donc je dirais, il n'y a pas one size fits all, il n'y a pas un modèle, mais en général, les contrats de défense sont assortis de transferts de technologie. Je pense que la France se débrouille plutôt pas mal dans l'ensemble du spectre, parce que dans notre modèle complet, on peut aller depuis le système éducatif, on a un très bon système éducatif, technicien, ingénieur, jusqu'au transfert de support et de transfert à la production. Alors, cela étant, à la fin, je vous dis, moi, j'y vois plutôt des succès que des menaces. Mais je vais peut-être revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Soyons-y vigilants. Et une des meilleures façons d'en faire un succès, c'est de continuer à innover. C'est-à-dire de faire en sorte que, en même temps qu'on transfère certaines technologies, on continue à innover. D'ailleurs, pourquoi pas en partenariat, pour être capable toujours de rester sur le devant. Mais si je prends quelques exemples, alors mes camarades, collègues ont pris quelques exemples concrets, je vais quand même en prendre 2 ou 3, puisque Naval Group est engagé dans des transferts de technologie, voire des transferts de souveraineté. On réalise aujourd'hui au Brésil des sous-marins conventionnels, Scorpen, avec la réalisation sur place. On a construit une usine avec un partenaire, Novonor. Les sous-marins sont réalisés sur place. Le premier, le Riachuelo, est en train de faire ses derniers essais avant l'acceptation. Il y en a 3 derrière. Mais à la fin, la marine brésilienne sera le meilleur support des produits de Naval Group. Et ce n'est pas l'industrie brésilienne qui tout à coup va devenir un concurrent. D'ailleurs, c'est un transfert de technologie et transfert de production qu'on a fait en partenariat, en étant nous-mêmes opérateurs. Un deuxième exemple, l'Égypte, pour lequel on a opéré un transfert de production sur des corvettes GoWind, que l'on réalise à Alexandrie avec un partenaire, un chantier naval, qui nous a beaucoup apporté aussi, parce que là, on s'enrichit mutuellement des compétences. Et pareil, la marine égyptienne est le meilleur ambassadeur des produits Naval Group, et ce transfert de technologie y contribue. Et puis, on va plus loin en Australie. Alors là, en Australie, on est engagé dans un transfert de souveraineté. Ça va au-delà, c'est-à-dire qu'on transfère une production qui va être faite sur place, mais on transfère aussi une partie de la supply chain, c'est-à-dire que l'Australie demande à ce qu'une grande partie des approvisionnements soit fait en Australie, et puis on transfère la formation et la capacité de maintenance. Mais même si on transfère tout ça, il reste encore beaucoup à faire. Et ces programmes d'export sont toujours à la fin des équilibres, des balances entre ce que veut le client et puis ce qu'on va apporter. Donc voilà, vigilance tout de même. Alors c'est vrai que vous avez parlé de concurrence. C'est vrai qu'il y a des pays qui sont des concurrents et qui sont même de plus en plus concurrents. On pense à quelques pays en Asie du Sud-Est. Je peux vous dire, en tout cas, si on en pense à certains, c'est pas suite à des transferts de technologie de Naval Group. Ça aurait été ma question. Donc voilà, puisque, comme je l'ai dit, nous sommes extrêmement encadrés, à la fois pour des raisons industrielles et puis pour des raisons de souveraineté étatique. Ok.
Alors justement, on essaye de faire l'Europe, je me tourne vers Thierry Carlier, on essaye d'avancer, mais il y a toujours des divergences à l'exportation. Bon, on le voit bien dans les compétitions aujourd'hui, je parle Naval Group avec Fincantieri, vous vous retrouvez en compétition, on voit sur d'autres sujets. Et comment est-ce qu'on peut éviter cette menace? Alors il y a un accord, je crois que c'est franco-allemand, mais est-ce que justement cet accord, on va pouvoir en parler, et est-ce que cet accord il peut servir de modèle, c'est ça Alors, effectivement, bon, divergence, moi je préfère parler de politique d'exportation qui sont différentes d'un pays à un autre, et c'est normal, puisque comme on l'a dit au début, en fait, comme notre politique d'exportation, c'est un des moyens d'expression de notre souveraineté et effectivement de l'expression de ce que veulent faire nos gouvernements en termes de partenariats à nouer, en fait, de réponse des aspirations, je dirais, de nos grands partenaires à acquérir de la souveraineté, effectivement, parce que comme on l'a dit, ça va à chaque fois bien au-delà que l'acquisition d'un simple matériel. Je pense qu'à la fois Eric, Nicolas, Pierre-Éric ont donné beaucoup d'exemples de l'extension des partenariats gouvernementaux qu'on nouait bien au-delà de l'acquisition des équipements eux-mêmes. Et comme je le disais aussi, je crois que c'est un petit peu la marque de fabrique aussi de ce que cherche à faire la France. Donc du coup, il n'est pas non plus anormal que d'un pays à un autre, eh bien, on ait des impératifs et des objectifs qui ne sont pas les mêmes. Ils sont pas. Alors pour nous, justement, il n'est pas nécessaire qu'ils s'alignent. Ça ne doit pas nous empêcher de coopérer. Voilà. Mais coopération ne veut pas dire pour autant que derrière on renonce à ce qui doit rester régalien, à ce qui doit rester l'expression de nos politiques de souveraineté. Et effectivement, bon, on avait constaté avec l'Allemagne, alors qu'on a des grands programmes en coopération, effectivement en genèse, à la fois dans le domaine terrestre, mais aussi aéronautique, qu'on pouvait effectivement trouver un accord qui nous permette à la fois de développer des programmes structurants en coopération, tout ensuite en permettant à chaque pays d'exercer de manière souveraine sa politique d'exportation. Donc c'est ça en fait l'objectif de cet accord qu'on a passé avec l'Allemagne en 2019, donc qui permet, je dirais, à la fois, quand c'est un grand programme structurant en coopération, de dire que chacun pourra exporter les produits de cette coopération sans empêcher l'autre de le faire. Et puis il y a également, parce qu'il y a aussi toute la problématique des chaînes d'approvisionnement à traiter, dont on a parlé aussi aujourd'hui lors de cette table ronde. Donc on s'est mis d'accord sur un seuil, en fait, ce qu'on appelle une règle de de minimis, en dessous duquel, je dirais, un pourcentage de composants qui vient d'un produit ne peut pas donner lieu effectivement à blocage vis-à-vis de l'autre pays qui souhaite exporter. Alors on avait déjà avant ça en fait un accord qui est fondé sur des principes un peu différents, mais qui finalement répond aux mêmes objectifs, avec le Royaume-Uni dans le domaine des missiles, puisque à partir du moment où, enfin Eric souhaitera peut-être y revenir, où on souhaite avoir une industrie vraiment totalement intégrée en franco-britannique, avec ce qu'on appelle des centres d'excellence, où effectivement l'objectif c'est de ne pas dupliquer une compétence qui existe dans un pays, et donc vraiment de rationaliser en la matière. On a également donc un accord dans ce domaine avec le Royaume-Uni qui fonctionne également très bien. Alors, au-delà de tout ça, je dirais dans ce domaine des accords, on pourra aussi, bien sûr, réfléchir à les élargir à d'autres partenaires. Et puis après, il y a le type d'outils qu'il faudra qu'on utilise dans un cadre européen, puisqu'effectivement, on a parlé aussi du Fonds européen de défense. Et donc, dans ce domaine également, il faut qu'à partir du moment où les pays en fait, qui bénéficient de fonds de la Commission et pour avoir de fonds communautaires qui sont ceux du FED, pour financer des coopérations, ne se retrouvent pas non plus bloqués dans leurs exportations. Et donc on pense on saura utiliser en fait en la matière des outils qui existent déjà au niveau européen, qui sont des licences générales ou des licences globales. Et donc on est également en discussion, je dirais, avec nos partenaires européens et avec la Commission pour trouver les meilleures méthodes dans ce domaine-là. Mais je crois que les objectifs sont bien partagés par tout le monde. Alors justement, on parle des technologies, il y a aussi le problème des Américains, des ITAR, les fameux critères ITAR, et il faut s'en désengager, je crois, pour la souveraineté. Comment ça se passe, et est-ce qu'il y a une réflexion au niveau français, ou c'est à chaque industriel
de faire que ces armes ou ce matériel ait le moins de composants ou n'ait plus de composants américains. Donc je me tourne vers chacun de vous si vous avez une réponse là-dessus. Enfin, l'ITAR est une réalité. Donc, à partir du moment où on est soumis aux contraintes d'exportation américaines, de toute façon, il faut les appliquer. Oui. Alors voilà. Alors après, ça peut aller depuis les composants, donc pour lesquels on peut effectivement rechercher des alternatives, voire à des systèmes complets. Je prends l'Australie par exemple. Le système de combat du sous-marin australien est fait par Lockheed Martin. Voilà, donc là, on ne va pas chercher un substitut de toute façon. Et donc, je dirais quelque part, l'ITAR et le respect absolu des règles qui y sont liées s'imposent. Bon, après, sur des solutions équipementières, c'est vrai que s'il y a des alternatives européennes à des sources de composants américains, je pense qu'on a vraiment tout intérêt à y aller, voire à les développer, parce que ça permet d'être sous une seule source d'autorisation qui est la France ou l'Europe. Mais... Oui, moi je dirais exactement la même chose, exactement comme Pierre-Éric le mentionnait. Je signalais malgré tout une difficulté conjoncturelle en l'occurrence, qui n'a rien à voir avec l'exportabilité des matériels ou les contraintes ITAR, simplement qu'en ce moment, la situation un petit peu particulière dans laquelle on vit a conduit à la raréfaction d'un certain nombre de matières premières, de composants électroniques qui sont pas ITAR, qui sont ITAR ou pas ITAR, à la limite peu importe. Raréfaction fait qu'on a des difficultés à les trouver et ça commence à poser un certain nombre de difficultés. Donc s'il fallait renforcer l'idée qu'on aurait besoin encore plus en Europe d'avoir une autonomie dans ce domaine, la preuve éclatante, à mon avis, en effet, par cette situation un petit peu particulière. Non, enfin, beaucoup a été dit par Pierre-Éric. En effet, comme je disais tout au début, nous sommes une industrie extrêmement réglementée. L'ITAR existe et c'est l'une de ces réglementations à laquelle nous devons nous plier. Et nous, notre métier, c'est d'évoluer dans ce champ. Enfin, c'est l'une des contraintes qu'on doit prendre en compte. On doit évoluer dans ce champ de contraintes. Et ce n'est pas seulement un choix de l'industriel, c'est en fait, comme Pierre-Éric l'illustrait avec le client australien, mais c'est exactement la même chose également avec le client français. Quand nous concevons nos systèmes, nous avons un dialogue très approfondi avec nos clients et ça dépend de ce que notre client recherche également. Et donc nous avons une concertation très très poussée dans le développement d'un système d'armes et donc nous agissons en fonction des contraintes qui sont fixées pour ce développement proprement dit. Oui, ce que je peux juste ajouter dans ce domaine, c'est que il y a aussi, dans le cadre des initiatives européennes, au Fonds européen de défense, à l'EDIDP, la recherche, puisque bon, de toute façon, voilà, ça fait aussi partie de ce qu'on cherche à faire avec ces outils, de renforcer en fait l'autonomie et la sécurité d'approvisionnement de notre base industrielle et technologique de défense. Donc il y a également dans ces outils européens des axes en fait pour créer des filières européennes de composants, de matériaux, parce qu'effectivement par rapport à ce qu'indiquait Eric, il est certain que dans certains cas on ne peut pas rentabiliser à une simple échelle nationale voilà, une filière, parce qu'on n'aura pas la masse critique. Donc ce qui n'a pas forcément ou pas toujours de sens à l'échelle nationale, on peut dans certains cas le faire à l'échelle européenne. Et voilà, donc c'est une volonté qui est assumée aussi, parce que ça fait partie de notre recherche de souveraineté et d'autonomie. Et comme ça a été dit effectivement à la fois par Nicolas, Eric et Pierre-Éric, tout ça se faisant dans le respect complet de la réglementation américaine ITAR. On a des dialogues en fait assez étroits avec les Américains sur ces questions. La dernière menace, c'est une menace structurelle, on peut dire, qui frappe plus certaines industries, notamment l'industrie terrestre, de l'armement terrestre. C'est la fragmentation des marchés et donc l'Europe du char d'assaut et l'Europe de... C'est pas pour demain, a priori, c'est encore loin. Donc, Nicolas Chamoussi. Si, ça sera pour demain. Moi, je voulais quel demain peut-être quel demain, voilà. Peut-être prendre l'industrie de l'armement terrestre est pas différente de l'industrie missilière ou de la construction navale. Est-ce qu'Éric et Pierre-Éric ont dit
particulier en termes d'accès au financement bancaire, le besoin d'innovation, l'importance de protéger les transferts de technologie, ça s'applique mutatis mutandis aussi au secteur de l'armement terrestre. Alors avec cette petite différence, c'est qu'on a effectivement au plan européen une industrie d'armement terrestre qui est on a beaucoup d'industriels, très morcelés, un marché morcelé et qui est assez peu européen. Et on subit finalement une double concurrence. D'une part, une concurrence par le haut des industriels américains qui disposent d'une masse critique, qui ont un marché intérieur, comme dans beaucoup de domaines, un marché intérieur absolument énorme, des contrats gouvernementaux, des schémas de contrats de gouvernementaux assez avantageux, les FMS, même si on a fait des gros efforts en France en particulier, sous l'impulsion du ministère des Armées et de la DGA pour trouver des solutions comparables, si ce n'est alternatives. Donc concurrence par le haut, concurrence aussi par le bas, par celle de tout un tas d'acteurs de pays émergents, de pays en voie de développement, qui ont des coûts moindres. Alors la Corée, la Turquie, Israël. Et je reprendrai à mon compte la remarque de Pierre-Éric tout à l'heure. On n'a pas de concurrents en Corée ou en Israël ou en Turquie parce qu'on leur a fait du transfert de technologie. C'est simplement parce qu'il y a un effort national qui a été décidé pour développer ce type d'activité. Alors, dans le domaine de l'armement terrestre, et à l'exception peut-être du domaine des chars de combat lourds et des systèmes assez sophistiqués qu'on développe en France, finalement, il y a un certain nombre et c'est peut-être à la différence des missiliers et de la construction navale, un certain nombre de pays dans le monde qui, à partir du moment où ils disposent d'une industrie d'automobile suffisamment développée, peuvent, avec des coûts d'entrée qui sont finalement assez faibles, se développer une première capacité low cost, si j'ose dire, de BITD de défense dans le domaine des matériels terrestres. Et ça, c'est quelque chose auquel vous ne faites vraisemblablement pas face, mais qui est quand même très, très important. On voit apparaître tout un tas d'acteurs qui proposent des produits pas aussi sophistiqués que ceux qu'on développe, mais qui, malgré tout, peuvent inonder un certain nombre de pays dans le monde entier. Alors, au plan européen, quelques chiffres de la dépendance de l'Europe aux industriels non européens. Alors, pour ceux qui l'ont entendu ce matin, Frank Hauen, le CEO de KNDS, a rappelé quand même que sur l'ensemble du parc de chars de combat lourds en Europe, qui se chiffre à près de 8000 exemplaires quand même malgré tout, 43% ont été conçus et fabriqués par des acteurs européens. Seulement 43%, moins d'un char sur deux employé par nos forces en Europe a été conçu en Europe. Pour l'artillerie, c'est presque pire, enfin c'est même significativement pire. 18% des pièces d'artillerie utilisées par les forces en Europe ont été conçues et développées en Europe. Alors si on parle d'évasion budgétaire induite, elle est là. C'est un vrai facteur d'affaiblissement industriel opérationnel et puis en finale d'affaiblissement stratégique. Alors, pour continuer à brosser un tableau, les capacités terrestres européennes en matière de chars, 43% donc conçus et fabriqués par des acteurs européens seulement, mais 17 modèles de chars. Si vous faites la somme de la liste de tous les chars qui sont employés dans les armées de terre européennes, c'est 17 modèles différents. Un aux États-Unis. Système d'armes motorisés, 60 en Europe. 6 aux États-Unis. Donc évidemment, on connaît bien les conséquences de la redondance, une sous-répartition non optimale des budgets de R&D, de MCO, un frein à l'interopérabilité, etc., etc., etc. Donc les efforts en termes d'harmonisation des besoins opérationnels, de rationalisation industrielle, ils sont absolument indispensables. Au plan industriel, on le sait, c'est vrai aussi dans l'industrie missilaire, récemment dans l'industrie de la construction navale, on a, et en particulier conjoncturellement en ce moment, beaucoup de PME, de TI qui sont très fragilisées. La crise n'a vraiment pas amélioré la situation. Et je crois qu'il y a une vraie réflexion à se poser, à se faire, qui a été faite dans une certaine mesure dans le secteur aéronautique sous l'égide du GIFAS et de PPI France sur l'organisation, l'état de santé du secteur des PME et des ETI qui travaillent pour l'armement terrestre et comment on pourrait faire pour rationaliser, pour simplifier ce paysage. Juste pour donner un exemple, Nexter, qui est une société de taille moyenne, qui fait 4300 personnes, a une base de fournisseurs de près de 3000 fournisseurs, ce qui est énorme.
Alors tous ne sont pas activés en permanence, mais c'est énorme. Alors certes, une très grande majorité est en France et une encore plus grande majorité est en Europe, mais ça fait une base extrêmement importante qui est très fragile et qui est très disséminée. Donc là, il y a un vrai effort de rationalisation qu'il va bien falloir faire à un moment ou à un autre. Bon, la dynamique positive, elle est à l'œuvre, et c'est pas moi, directeur général de Nexter, membre du groupe KNDS, qui vais dire le contraire. Au rythme qui est celui de l'armement terrestre, au rythme de celui qui est la construction européenne, il y a une dynamique quand même de rationalisation, d'intégration qui va dans le bon sens, mais qu'il va falloir poursuivre rapidement. Merci. Je vois qu'il ne nous reste plus qu'une minute. Alors à chacun d'entre vous, je vais vous demander quelle est votre priorité, vous, en matière d'exportation cette année? Si vous aviez un vœu, quelle serait votre priorité cette année? Qui commence? On a très court, hein, parce qu'il ne reste plus que 40 secondes. Oh bah moi je dirais c'est continuer à utiliser les mêmes recettes et à faire fonctionner l'équipe France comme on l'a fait par le passé. Voilà, avec effectivement, de toute façon vous l'avez dit, hein, une année qui s'annonce quand même assez riche, avec beaucoup de choses. Donc voilà, donc on est motivé à fond. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le 2020 était difficile, que 2021 soit le retour de l'équipe de France et pas uniquement celle de football. Bon, je m'avance en disant ça, mais en tout cas le retour de l'équipe de France dans les salons à l'international. Ça nous a manqué, les salons. Et on se rend compte d'ailleurs, quand on n'en a pas, à quel point ça nous manque. Voilà, donc mon vœu, c'est qu'on retrouve les salons et l'équipe de France dans les salons pour gagner. Dans une course, pour être devant, il n'y a pas 36 solutions, il faut toujours courir le plus vite. Donc continue à accélérer. Bon, on a des chars de combat qui vont vite, donc on va s'en sortir. Pour reprendre ton mot, Thierry, de recette, quelle est la meilleure recette? Moi, je trouve que la recette Camo, elle est très bonne. À nouveau, elle dépasse bien largement la question industrielle, elle est beaucoup plus englobante. Si on peut la dupliquer, la tripliquer en Europe, ailleurs éventuellement, mais en Europe, c'est industriellement extrêmement important. Opérationnellement tout autant, et je pense qu'en termes de construction de l'Europe de la défense et d'affermissement des relations stratégiques entre les différents pays, c'est un exemple qu'il faut reprendre à l'envi. Bon, écoutez, merci beaucoup et merci pour avoir répondu à toutes les questions. Merci et bon après-midi. Merci Merci Dominique.